mes lapins, je suis ravie de vous retrouver sur ce live Facebook. En toute honnêteté, voilà, les lives, c'est pas du tout mon fort. Donc c'est John le Doc, cofondateur de Rabbit's World avec moi, qui va prendre le relève et qui va ce soir interviewer le docteur Garbi de la clinique Mermoz à Lyon. Nous aurons comme thème les urgences vétérinaires. Dans un premier temps, ce sera un échange entre le doc et le docteur Garbi. Et dans un deuxième temps, vous pourrez poser vos questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, mes lapins. Bonjour, merci Vivienne. Écoute, merci de me confier ce live. Donc Vivienne est à côté de moi, donc comme vous avez compris, elle est plus à l'aise sur la page Facebook pour vous répondre que devant une caméra. Alors moi, mon vrai prénom c'est Michel. Alors on m'appelle le doc. Je suis absolument pas docteur en médecine vétérinaire, mais en médecine humaine. Voilà. Et je partage ma vie ici avec Vivienne, avec Elvis, et donc j'ai cette chance d'être entouré de beaucoup de lapins. Et j'ai participé à l'aventure Rabbit's World depuis son début. Moi, j'étais plutôt dans les coulisses et aujourd'hui, je vais être un petit peu plus devant la scène pour animer cette chaîne à la fois sur Facebook et sur YouTube, puisque l'idée, c'est que vous puissiez retrouver les vidéos sur YouTube par thématique. Alors, il y aura des lives, il y aura aussi des vidéos thématiques sur des sujets, il va y avoir plein de choses. On a beaucoup d'idées. Et ce soir, je suis ravi de pouvoir avoir avec moi le docteur Mehdi Garbi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, donc alors vous êtes vétérinaire NAC et vous exercez à la clinique Mermoz à Lyon. Donc peut-être déjà quelques mots sur ce que vous faites, votre activité sur la clinique Mermoz qui est à Lyon, donc les Lyonnais connaissent, les autres peut-être un petit peu moins. Alors du coup, je suis moi à Lyon depuis 5 ans et demi maintenant. J'exerce du coup en grande majorité dans les NAC. On voit beaucoup de petits mammifères, ensuite un peu plus en deuxième position d'oiseaux et des reptiles. Mais les petits mammifères représentent vraiment la grande majorité des cas qu'on voit. Et c'est vrai qu'actuellement, l'activité NAC que j'ai, elle représente presque 90%, on va dire 95% de l'activité actuellement. Très bien, donc vous êtes déjà 160 personnes à nous suivre, donc c'est super. On espère que vous allez être encore plus nombreux dans un moment. Donc simplement peut-être pour vous expliquer un petit peu le déroulement de cette heure qu'on va passer ensemble, puisqu'on va être jusqu'à à peu près 19 heures ensemble. On va traiter aujourd'hui des urgences du lapin, donc il y a pas mal de choses à dire. Moi, je vais poser des questions au docteur Garbi et vous avez la possibilité de vous-même de poser des questions sur Facebook et on essaiera de répondre. Donc, dans un premier temps, on va essayer de rester vraiment sur les urgences. Et comme il y a déjà des gens qui ont posé à l'avance quelques questions, on va essayer de garder 10 minutes, 10-15 minutes à la fin pour peut-être répondre à des questions qui ne sont pas forcément dans le thème et qui peut-être sont urgentes pour vous en ce moment. Voilà. Alors, docteur Garbi, donc on va parler des urgences. Les urgences des lapins, je pense, c'est un sujet qui forcément inquiète tous les possesseurs d'un animal hein, quand il y a une situation. Alors souvent, on ne sait pas trop quoi faire. Évidemment, ça arrive toujours le samedi soir pendant le week-end. Donc, on va essayer de voir ensemble déjà peut-être comment essayer de détecter une urgence, savoir quand c'est une urgence ou pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ensuite, quand on vous l'amène, qu'est-ce que vous allez faire et quels sont les examens, comment ça se déroule. Et puis, on va essayer aussi quand même de parler de prévention, c'est-à-dire comment on peut éviter d'en arriver à une urgence. Des fois, c'est possible d'éviter, des fois pas. Et si on peut avoir quelques conseils de votre part pour les éviter. Alors, maintenant, j'ai été bavard, je vais vous laisser la parole. On va parler en premier lieu de l'arrêt du transit. Je pense que tous les gens qui ont des lapins, c'est vraiment
l'urgence la plus fréquente. Et déjà, peut-être nous expliquer pourquoi les lapins font des arrêts du transit. Alors l'arrêt du transit chez le lapin, c'est vraiment un grand symptôme qui inquiète tous les propriétaires de lapins, parce que malheureusement, ça peut arriver au moins une fois dans la vie d'un lapin, qu'il soit jeune adulte, plus âgé. C'est un syndrome qui n'est pas forcément spécifique d'une maladie en particulier. On peut avoir n'importe quel trouble, n'importe quelle maladie, douleur, stress, qui consécutivement peut amener à un arrêt du transit. Donc l'arrêt du transit, c'est vraiment la stase, c'est l'arrêt des contractions et l'arrêt d'émission des crottes, donc des selles, que ce soit les sécotrophes ou les crottes dures. Et souvent, c'est associé avec des degrés différents à d'autres symptômes, une anorexie, des fois un abattement, voilà, avec bien sûr des variétés en fonction de l'atteinte primaire. Mais c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, qu'il faut traiter. Et après, c'est vrai qu'à la maison, on n'a pas forcément la possibilité de gérer tout arrêt du transit, parce que, comme je le disais, la cause est vraiment variable d'un lapin à l'autre et on peut faire des fois des choses dangereuses. Et alors, justement, j'ai vu que la digestion du lapin, elle était quand même très particulière par rapport à la digestion humaine, hein, et avec une espèce de cycle qui se fait en 2 temps. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Je trouve quelque chose d'assez intéressant en termes de physiologie, avec le fait que le lapin réingère ses propres crottes le matin. Est-ce que vous pouvez nous en C'est parler un ça. petit peu? Alors, le lapin fait ce qu'on appelle de la sécotrophie, donc dans son bol alimentaire qui est essentiellement composé de foin, ça vous le savez. Il y aura des fibres qui vont être digérées et qui vont être ensuite être éliminées sous forme de crottes dures. Donc c'est les petites crottes noires qu'on voit habituellement dans la litière de son lapin. Et il y a également des phases on va dire inverses, avec un péristaltisme, donc des contractions qui se passent dans l'autre sens, qui vont amener certaines fibres à être on va dire, contenues dans le sécom. Et c'est dans le sécom, une partie du gros intestin, où on va avoir une énorme, plein de germes, de protozoaires, de champignons, de bactéries, qui constituent la flore du lapin, qui vont dégrader, qui vont apporter au lapin tous les nutriments dont il a besoin, que ce soit les vitamines, les sucres, les acides gras, etc. Et on a justement l'émission de sécotrophes par le sécom, qui sont des crottes un peu particulières, qui sont également bourrées de nutriments, produites par la flore et protégées par un petit mucus. C'est pour ça qu'elles sont brillantes et on a l'impression de voir des petites grappes. Elles n'ont pas forcément d'odeur mauvaise. Le lapin les remange souvent dès la sortie de l'anus, donc on ne les voit pas tout le temps, sauf des fois problèmes digestifs ou autres. Et c'est vrai que c'est une particularité du lapin de faire ça. Et c'est vrai qu'il faut le savoir, hein, ne pas s'inquiéter si on retrouve des sécotrophes qui ne ressemblent pas du tout aux petites crottes noires habituelles. Donc c'est vrai que le lapin, de par cette physiologie, est vraiment un cas à part dans les petits mammifères qu'on a en consultation, en compagnie. Et comme on disait, la flore intestinale du lapin, elle est vraiment faite pour digérer les fibres. Elle n'est pas du tout faite pour digérer les sucres rapides, les sucres lents, d'autres éléments qu'on peut retrouver des fois malheureusement dans des nourritures qui ne sont pas du tout adaptées. Et ça peut provoquer à court, moyen ou long terme des troubles de la santé du lapin, un stress intestinal ou autre, avec des fois des complications qui se mettent vraiment en place lentement et des fois on ne se rend pas compte que le lapin ne va pas bien. Et très souvent, l'alimentation est un facteur. Oui, je crois qu'il faut que l'alimentation, on va dire au quotidien, elle soit relativement stricte. Après, ça n'empêche pas des friandises, mais des friandises qui sont quand même adaptées au lapin. C'est ça? C'est ça. C'est ça. En fait, Voilà. les friandises, on considère qu'une friandise, c'est quelque chose qui se donne 1 à 2 fois par semaine, en petite quantité. Le lapin, c'est quand même un animal qui fait, voilà, il fait quelques kilos à tout casser, hein. C'est pas des gros animaux. Donc, quand on donne une petite rondelle de carottes ou deux, proportionnellement à son poids, c'est quand même quelque chose d'imposant. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de la taille relative de la friandise par rapport à celle du lapin. Et c'est comme ça que les erreurs se font. C'est que pour nous, c'est pas grand-chose, alors que finalement, on a des répercussions qui se mettent en place.
Alors, il faut peut-être pas non plus culpabiliser parce que les arrêts du transit, je pense, que ça peut arriver aussi alors que le lapin a une alimentation parfaitement équilibrée et Tout saine. à fait. Tout à fait. Des fois, on a des facteurs malheureusement qui ne sont pas contrôlables. Il y a la mue aussi qu'on pourra évoquer. Il y a des fois les chaleurs, enfin, je veux dire le temps, le temps avec l'été où la canicule peut vraiment des fois poser un gros problème. Et on retrouve des arrêts du transit, comme je le disais tout à l'heure, avec des causes qui sont malheureusement sans lien parfois avec l'alimentation, donc que ce soit respiratoire, tumoral, reproducteur, etc., urinaire. Donc bon, c'est quand même voilà, toujours inquiétant de voir son lapin qui commence à faire moins de crottes. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais après, c'est à nous d'essayer de trouver la cause. Mais effectivement, la nourriture est un gros point, mais des fois, voilà, il y a des cas un peu particuliers. Donc, prévention, c'est l'alimentation équilibrée, c'est essentiellement à base de foin. Et puis, une hydratation, j'imagine aussi, pas oublier de lui donner à boire régulièrement. C'est ça. Ouais. Et L'eau, des fois, puis, elle est quand même mise un petit peu à côté, effectivement. Et le lapin, c'est un animal qui boit beaucoup. Donc, certes, il y a la verdure qu'on peut lui apporter de façon raisonnable en plus du foin. Les granulés qui viennent vraiment en troisième, quatrième position, on va dire. Mais l'eau, pour un lapin, normalement, on est sur des besoins hydriques de 100 à 120, voire plus, millilitres par kilo par jour. Donc, très souvent, on a des lapins qui boivent avec des biberons. Et c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé parce que la distribution de l'eau, elle est vraiment entravée, elle est limitée. Des fois, la bille bloque. Donc le lapin ne peut pas se désaltérer correctement. Donc il faut vraiment préconiser la gamelle d'eau à changer tous les jours, voire plusieurs fois par jour pour qu'il ait de l'eau fraîche, surtout là dans ces périodes estivales. Et c'est aussi quelque chose qui peut favoriser un bon transit, une bonne hygiène de vie. et puis le dernier point, la mue, c'est-à-dire essayer de le brosser parce qu'il ingère ses poils, en fait, c'est ça? Il Il fait y a sa des lapins toilette, qui ont les poils, oui. Ouais. voilà, un lapin a toujours un peu de poils de toute façon dans son estomac. Ça, on ne pourra rien y faire. Quand on a plusieurs lapins, ils font de la toilette mutuelle. Donc ça, c'est Ouais. encore quelque chose qu'on ne peut pas forcément gérer. Alors c'est vrai que le brossage, il est important. On peut des fois donner des compléments alimentaires, mais de façon raisonnée. Et encore une fois, ça ne fait pas tout. Mais ça, c'est un facteur, oui, qui est intrinsèque au lapin. En captivité, la mue, elle est aussi parfois pas mal déréglée. Et du coup, l'ingestion excessive de poils associée à un manque d'hydratation, un manque d'exercice, un manque de fibres, et puis peut-être d'autres choses aussi, ça concourt aussi à l'arrêt du transit, ou en tout cas des fois des douleurs digestives ou des stases. Très bien. Alors, peut-être un point important, c'est pour les gens qui en ont jamais eu avec leur lapin, c'est comment on se rend compte que son lapin fait peut-être un arrêt du transit et à ce moment-là, comment s'assurer que c'est bien un arrêt du transit? Alors l'arrêt du transit, il y a quand même des paliers, on va dire, de gravité. Tous les arrêts de transit ne sont pas urgents dans l'heure ou dans la demi-journée. On a des fois des diminutions du transit, un lapin qui va faire un petit peu moins de crottes ou des crottes de taille plus petite, parfois avec des chapelets si on a justement la mue qui pose problème. Et des fois, c'est des arrêts de transit assez brutaux, avec une anorexie, avec des signes d'abattement marqués. Aigu ou suraigu, un lapin qui va écarter les pattes, qui va avoir un état un peu de stupeur, les yeux écarquillés, le regard fixe, une respiration rapide. Là, on est sur un caractère d'urgence, même vital parfois dans les heures à venir. Si le lapin garde un état général globalement assez correct, qui se déplace quand même encore un peu, enfin, voilà, quand même, voilà, un comportement normal, on va dire, qui mange, qui répond aux sollicitations, et que les crottes commencent à diminuer, bon, voilà, il faut intervenir, certes, il n'y a pas d'urgence vitale dans les heures, mais il faut déjà commencer un petit peu à préparer le terrain, on va dire, et peut-être penser à consulter. Il y a quelque chose qui pourrait se tramer derrière. On ne sait pas encore la cause, mais en tout cas, ça peut être des fois grave. La friandise que le lapin refuse, par exemple, ça c'est un bon signe. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont un peu ce déclic-là en disant aujourd'hui je vais présenter sa petite framboise et il ne l'a pas voulu. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui cloche, je connais bien mon lapin et je viens vous voir. Et donc ça, c'est vraiment un bon réflexe à avoir. Et souvent, bon voilà, les propriétaires de lapins les connaissent bien, sont quand même assez avisés sur tous ces petits signes-là qui ne trompent pas.
Et après, c'est eux, hein, les propriétaires, qui connaissent leur animal plus que nous. Donc quand ils viennent et qu'il n'y a pas forcément des gros symptômes, mais qu'ils ont quand même remarqué que quelque chose ne va pas, il faut investiguer, hein, il faut quand même essayer de creuser un petit peu. Alors, il y a Vivienne qui a une Oui. question, oui. Le jus d'ananas, pour ou contre? Alors ça, c'est un gros débat. On en entend beaucoup parler. À mon sens, c'est pas quelque chose qui est recommandé lorsque le lapin va pas bien, parce que on ne sait pas ce qu'il a. Donc il exprime un peu comme il peut son mal-être. Donc il va être un peu plus fatigué, va peut-être moins manger, moins faire de crottes, mais on ne sait pas ce qu'il a. Si par exemple on va hydrater avec du jus d'ananas, parce que souvent ce qui est dit, c'est que le jus d'ananas permet d'éliminer les poils, d'hydrater et apporter du sucre. Alors après, voilà, c'est relatif parce que tous les cas sont différents. Hydrater, c'est une bonne chose. Après, il faut aussi, en général, palper le ventre de son lapin. Si on a une occlusion gastrique, par exemple, avec un estomac qui fait parfois la taille d'une orange, là, le lapin, il n'est pas capable d'ingérer quoi que ce soit. Donc, ça ne sert à rien de le gaver, ça ne sert à rien de le surhydrater. Là, il faut venir en urgence. Il faut appeler et venir en urgence. Lorsqu'on a des poils, effectivement, qui peuvent gêner et qu'on a une mue intense, donner de l'ananas ou du jus d'ananas, en fait, le but, ce serait de donner de la papaïne, une enzyme qui est contenue dans la papaye et l'ananas, qui permet de dilacérer un petit peu les trames de protéines qui enchevêtrent les poils entre eux. Donc ce serait plutôt de la prévention, mais en curatif, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que ce qu'il faut gérer, c'est la douleur, l'hydratation, etc. Et l'hydratation, certes, le jus d'ananas pourrait peut-être donner un petit goût à l'eau, donc ce serait plutôt dans ce sens-là, mettre un petit peu de jus d'ananas ou un petit peu de jus d'autres fruits dans la gamelle d'eau de son lapin pour peut-être l'inciter à boire un peu plus, mais en aucun cas ce serait un traitement d'urgence ou vraiment pour régler un problème, parce que à part donner du sucre et un peu d'eau, mais surtout beaucoup de sucre, c'est pas forcément recommandé. Après, donner du sucre pour un lapin, alors quand on a un lapin qui est anorexique, qui est pas bien, c'est vrai qu'on a tendance à se dire il lui faut des glucides rapidement pour que le corps fonctionne. Mais le lapin, encore une fois, c'est un animal qui digère des fibres et c'est sa flore bactérienne qui va lui fabriquer ces sucres. Donc on n'a pas besoin, sauf dans certains cas, mais c'est nous qui le faisons en intraveineuse par exemple, de lui apporter des sucres par voie orale, quoi. Parce que sur le moyen terme, long terme, c'est vrai que donner toujours des sucres rapides à son lapin, on peut avoir une dérive de la flore intestinale et puis arriver sur des gros problèmes. Donc le jus d'ananas, il y a vraiment un mythe là-dessus, et c'est vrai que moi je le recommande jamais comme ça en première intention, sauf comme je l'ai dit, pour plutôt inciter le lapin à boire, mais ce sera jamais un critère d'urgence. Vivienne, tu veux intervenir encore? J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce qu'il faut donner de l'émépride aussi en cas d'arrêt du transit? Non, alors l'émépride, c'est un gastrokinétique, il a aussi une petite valence anti-nausée, donc en automédication, je ne le recommande pas. C'est quelque chose qui va stimuler les contractions de l'estomac. Lorsqu'on a un lapin qui est en stase, par exemple à cause d'une douleur urinaire ou autre, on va stimuler les contractions d'un estomac qui est souffrant, enfin avec un lapin qui est souffrant, mais en tout cas qui exprime un arrêt de transit à cause d'une douleur. On va stimuler les contractions d'un organe qui est peut-être pas forcément en état de fonctionner parce que le lapin a souvent pas bien mangé, pas bien bu, donc le compte digestif est déshydraté. Si en plus on a par exemple une stase gastrique importante, voire une occlusion gastrique, l'estomac est bouché par quelque chose, soit au niveau du pylore, donc la fin de l'estomac, ou des fois dans une anse intestinale, on va forcer, des fois je donne l'image un petit peu du tube de dentifrice qui est fermé et on va appuyer dessus. Donc ça peut être assez douloureux pour le lapin, contre-productif, et ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire forcément en première intention, parce qu'encore une fois, si on ne connaît pas la cause, on peut faire plus de mal que de bien. Alors maintenant qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une suspicion d'arrêt du transit avant d'aller au stade, je dirais, d'aller chez le vétérinaire? Et donc première question, qu'est-ce qu'on peut faire et à quel moment il faut l'amener? Alors déjà, quand on voit que les crottes diminuent, ce qui est bien, c'est d'examiner un petit peu son lapin, vérifier déjà au niveau de la tête, est-ce qu'il a encombré au niveau des narines, est-ce qu'il a les yeux qui coulent, est-ce que les incisives paraissent en bonne occlusion, est-ce qu'il a une petite plaie quelque part, au moins sur l'entrée de la bouche. Ça, c'est des choses que, voilà, si le lapin se laisse faire, en général, peuvent être amenées. Ensuite, ce qui est vraiment important...
Ouais, ça c'est pour Oui. voir si c'est vraiment un arrêt du transit ou si c'est autre chose, c'est ça? Bah, ce serait déjà pour voir s'il y a un critère d'urgence. Donc souvent, voilà, Voilà, on commence par la tête et on finit par la queue. C'est pour ça que j'ai d'accord. commencé par la tête. Ensuite, bon voilà, alors, vérifier que son lapin se déplace correctement, qu'il n'y ait pas peut-être une douleur au niveau d'un membre ou autre. Ce qui est très très important ensuite, c'est de palper le ventre. Souvent, ça peut être l'estomac qui pose problème. Lorsqu'on a un arrêt du transit qui est assez brutal, on peut avoir des fois un estomac qui est pâteux, qui est sec, ou des fois, comme on disait, en occlusion, donc vraiment très dur, comme un ballon voilà, rempli d'eau. Là, c'est une urgence absolue et on fait rien, on appelle et on vient. Donc, si l'abdomen est plutôt assez souple et que le lapin se comporte voilà, de façon plutôt normale et qu'il commence à faire un petit peu moins de crotte, et qu'on n'a pas d'autres signes, donc après, on peut descendre vers le bas de l'abdomen, on regarde aussi la queue, les pattes, est-ce qu'il voilà, il y a du sang, est-ce qu'il y a le périnée qui est tout sale, des choses comme ça. Euh, Après, bah, c'est vrai qu'on peut déjà commencer par hydrater son lapin. Encore une fois, si l'estomac n'est pas gonflé ou dur ou douloureux, déjà, ça c'est un premier temps. Bien hydrater. C'est souvent un petit peu ça qui pêche, on s'en rend pas forcément compte. Essayez peut-être de donner un petit peu de gavage, mais vraiment voilà, de façon modérée pour voir si le lapin accepte déjà d'avoir quelque chose dans la bouche, pas trop concentré, donc un peu à consistance souple, on va dire. Ça peut être un petit signe de faire 2-3 millilitres déjà pour commencer. Si le lapin voilà, refuse catégoriquement, n'est pas du tout enclin à prendre, on peut le laisser tranquille, continuer à surveiller l'état général, à hydrater. Après, effectivement, il faut qu'il garde encore une fois un comportement bah, de lapin non douloureux, c'est-à-dire il se déplace dans la maison, il fait un petit peu sa toilette, voilà, il interagit avec les propriétaires, le lèche, peut jouer encore un petit peu. Ça, c'est des critères qui nous montrent qu'a priori le lapin n'a pas, en tout cas, de grosses souffrances installées. Si ce n'est pas le cas, si on a quand même un lapin qui commence à être abattu, là, il ne faut pas attendre parce qu'on peut avoir des complications, des fois en quelques heures. Donc, même si l'arrêt de transit peut paraître des fois anodin, le lapin, encore une fois, il est discret, il ne va pas tout montrer tout de suite. Donc, si on a un doute, même si le comportement est assez bon finalement, mais qu'on a un doute, encore une fois, c'est les propriétaires voilà, qui connaissent le mieux leur lapin et son comportement. Je pense qu'il vaut mieux venir quand même, hein. Toujours appeler, bien sûr, pour préparer la clinique à venir et le vétérinaire, mais se déplacer. Donc, les petites choses qu'on peut faire, c'est surtout hydrater, palper le ventre, essayer de nourrir un petit peu en fonction des cas, comme je disais. Donc, si on n'a pas l'habitude de palper le ventre, souvent, bah, c'est le vétérinaire qui montre un petit peu comment il faut faire. Ce C'est qui est bien de... intéressant, c'est de Ouais. se rendre compte, ce qui est normal souvent en consultation. Je dis aux gens, bah voilà, venez ressentir un peu pendant le vaccin, par exemple, ce qui est normal au niveau de votre lapin, les petites choses à surveiller. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui s'écarte un peu de la normalité, on sait qu'on est un peu plus vigilant. Très bien, alors, Et oui, une autre question peut-être? la paraffine, est-ce qu'on peut utiliser la paraffine du coup? Alors la paraffine, je l'utilise bah, pour les mus essentiellement, des fois en prévention, donc toujours en accent sur l'hydratation, sur les fibres. Pendant les mus importantes, on arrête ou on diminue, ou des fois je dis carrément d'arrêter les granulés. On donne de la verdure toujours en quantité raisonnable, mais peut-être à l'hydrater un petit peu plus. Et la paraffine, ça peut être une huile, enfin c'est une huile, mais ça peut être un moyen d'apporter une action laxative dans le contenu digestif. Et les poils auront peut-être moins tendance à se colmater entre eux. Donc, ça soit en curatif ou en préventif. Après, la fréquence, la durée, enfin, la dose, tout ça, bah, faut voilà, laisser le vétérinaire vous donner les prescriptions. Mais en tout cas, ça peut être un moyen, déjà en première intention, de faire ça. Mais encore une fois, en sachant un petit peu que le reste, quand même, va pas trop mal, hein. Ça sert à rien de donner de la paraffine sur un lapin qui est douloureux et qui nécessite des soins quand même dans l'immédiat. Donc c'est plutôt du chronique. Et souvent, ce qu'il faut faire, c'est si on a une petite trousse d'urgence enfin, voilà, à la maison avec des seringues, éventuellement un peu de gavage, peut-être certains anciens médicaments, tout ça, il ne faut jamais faire d'automédication. Il faut mieux appeler son vétérinaire avant, lui demander un petit peu des conseils, voir avec lui euh, les signes que présente le lapin. Et ensuite, voilà, par discussion téléphonique, on peut être amené à conseiller telle ou telle chose. Mais encore une fois, pas d'automédication, hein, ça peut être vraiment dangereux. Alors, une autre question de Lise, est-ce qu'on peut lui masser le ventre pour le soulager? Bah déjà, la palpation, si on se rend compte que le ventre est souple, oui. Par contre, si c'est induré, s'il y a une stase, là encore, c'est contre-productif, parce que le lapin a mal, donc on va masser voilà, un organe ou des organes douloureux. Ça va amplifier la douleur, amplifier le stress, et des fois, ça peut être voilà,
pire que mieux, on va dire. Du coup, les massages, c'est aussi souvent avec conseil vétérinaire ou des fois en sortie de stase ou des choses comme ça. Mais voilà, en première intention, il faut faire attention. Donc la partie palpation, elle est vraiment pour moi primordiale parce que ça permet un petit peu de savoir si on peut attendre ou non. Et quitte à commencer un petit peu des soins à la maison. Donc Alors, massage, oui, de façon raisonnée, et puis bien vérifier aussi quel est le comportement de son lapin. S'il a l'air d'être soulagé, s'il est plus crispé ou autre, et ça nous donne des indications. très bien. Alors maintenant, il arrive à la clinique vétérinaire, il est chez le véto. Qu'est-ce qui se passe? En quoi consiste la prise en charge d'un petit lapin qui fait un arrêt du transit ou une suspicion d'arrêt? Alors un arrêt de transit, souvent on le gère d'abord par la douleur. On gère vraiment la douleur qui est très importante souvent chez ces petits animaux-là. Les coliques gastriques, sécales ou autres, dès qu'on a un mal de ventre, il faut le gérer. Donc c'est des antalgiques, souvent c'est des morphiniques qu'on utilise. On réhydrate également, que ce soit par perfusion sous-cutanée ou des fois de préférence en intraveineuse, quand vraiment l'arrêt est important ou la stase est importante. Il faut réchauffer également le lapin. Bon, ça dépend un petit peu du stade de l'arrêt du transit et du stade de la stase et puis également de la gravité, on va dire, du cas. On a des lapins qui parfois arrivent à 35-36 degrés. Normalement, chez le lapin, on est plutôt entre 38 et 39,5, 40. Donc l'hypothermie, c'est déjà un signe d'un mal-être qui s'est installé et qui commence à avoir des répercussions générales. Donc c'est en couveuse, morphinique, perfusion. Et après, une fois qu'on a géré un petit peu tout ça, on va peut-être aller un petit peu plus loin. Sachant que dans l'examen clinique après du lapin, bon, je rentre peut-être pas forcément dans tous les détails, mais il faut vérifier déjà en premier lieu si au niveau de l'estomac il n'y a pas une impaction, s'il n'y a pas une occlusion, vérifier peut-être aussi les dents, s'il n'y a pas une hypersalivation secondaire peut-être à une plaie dans la bouche, qui a ensuite amené à l'arrêt du transit. Donc bon, après il y a l'examen clinique déjà rapide qu'on fait pour évaluer en premier lieu toutes les choses qu'on pourrait déjà gérer dans l'immédiat. Et après, il y aura les examens complémentaires qui permettront d'en savoir un petit peu plus si on n'a pas, grâce à l'examen clinique, déjà eu des informations sur la cause primaire. Donc après, les examens complémentaires qu'on fait, ça peut être des radios abdominales ou thoraciques, ça peut être des analyses de sang, numération formule, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, vérifier qu'il n'y ait pas d'anémie, qu'il n'y ait pas de signe d'infection. Ça peut être également des analyses biochimiques, vérifier la glycémie, qui chez le lapin est souvent très élevée en cas de douleur, en particulier des douleurs gastriques lors d'occlusion. Vérifier également les paramètres des reins, donc l'urée, la créatinine. On peut faire également le calcium, le phosphore, qui nous indique un petit peu s'il y a des organes de filtration comme les reins ou même le foie qui sont en souffrance. Puis après, bon, il y a d'autres choses un petit peu plus précises, mais on va dire en première intention, ce serait déjà ça, l'imagerie radio et les analyses de sang. Après, voilà, tous les cas sont différents, on peut faire des échos, on peut faire d'autres Oui, choses. parce qu'après, je pense que c'est comme dans la médecine humaine, il y a des signes d'orientation et après on va dans une voie un petit C'est peu ça. plus en détail, hein, c'est ça? Voilà. Si on suspecte une masse Voilà. utérine, par exemple, ça va être plutôt l'échographie abdominale. Un saignement ou une cystite, ce sera peut-être également plutôt l'échographie. Donc, bon, après, ça dépend des cas. Mais déjà, le plus important, c'est gérer la douleur, l'hydratation, donc la perfusion des tissus du lapin et puis la température. Et un lapin qui est en arrêt du transit brutal ou en stase gastrique, si l'estomac est déjà bien rempli, effectivement, on ne va pas se jeter sur du nourrissage assisté à la seringue là, dans les 5-6 heures déjà pour commencer. Le lapin, il est un peu en overdose, là, il n'en peut plus, donc il n'a pas besoin d'avoir en plus du gavage dans la bouche tout de suite. C'est pour ça qu'à la maison, le gavage, il est aussi raisonné. Il ne faut pas le faire tout Oui. le temps. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'arrêt du transit peut être lié à de très nombreuses causes finalement. C'est pas juste quelque chose de simple qui est lié au fait qu'il ait, je sais pas, mangé ses poils ou c'est ça. Hein, il y a quand même beaucoup de causes qui sont liées, Ouais. qui peuvent Mais c'est un entraîner un gros arrêt du syndrome. transit. Ouais. Voilà. Comme c'est un syndrome vraiment pas du tout spécifique, c'est après à nous d'investiguer si la cause n'est pas évidente à l'examen pour voir pourquoi il est comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bon pourquoi il a pu faire un arrêt du transit et après on évalue le retentissement que ça a sur lui. C'est-à-dire qu'est-ce que ça a déclenché et ensuite on voit comment corriger. J'imagine ensuite qu'est-ce que vous faites donc pour
rétablir la situation? Quels sont les Voilà. traitements donc, que vous Après, envisagez? bah c'est ça. Après, bon là j'ai parlé un peu des points importants, c'est-à-dire douleur, température et perfusion, mais bien sûr, voilà, on ne fait pas que ça. Il y a ensuite des soins qui sont apportés en fonction bah, de chaque cas. Mais déjà, les grands axes, c'est ça. Et ensuite, effectivement, si on a des signes d'infection évidente, bah, on va rajouter des antibiotiques ou au mieux faire un antibiogramme avant si c'est possible. S'il y a des signes, bah, par exemple, de problèmes urinaires ou de saignement, bah, c'est voilà, après plutôt une gestion imagérique et peut-être chirurgicale plus tard. Et puis après, dans tous les soins qu'on fait, en général, on passe beaucoup en injectable, comme ça le lapin a quand même des molécules qui agissent rapidement, il n'a pas besoin de les avaler, de les métaboliser, donc on a une action qui est quand même rapide. Et c'est vrai que bah, quand c'est de l'urgence, il faut agir vite, surtout pour ces animaux qui sont très sensibles au stress, que ce soit un stress émotionnel, un stress physique, un stress de maladie. Et toutes les hormones de stress sont délétères pour eux, donc il faut faire en sorte déjà qu'ils se sentent bah, le moins mal possible Oui. avec nous en clinique, parce que c'est stressant comme environnement. Et donc c'est en plus une hospitalisation particulière. Ils sont séparés des carnivores, ils sont dans un endroit calme, avec voilà, des infirmières qui sont juste à côté, qui permettent voilà, de gérer aussi les cas d'urgence. On a des fois des arrêts de transit qui peuvent paraître pas forcément très graves à l'arrivée, et finalement la gravité bah, peut se déclencher ou apparaître au bout de 12-24 heures, et des fois on a des surprises, on va dire, dans le mauvais sens. Bon, je crois qu'on a déjà pas mal parlé de l'arrêt du transit. Il y a peut-être juste deux, trois questions que je suis en train de voir. Peut-être répondre rapidement. Ouais. Il y a Thomas qui pose une question assez longue. Bonjour docteur, notre lapin ne boit jamais d'eau. Ça fait plus d'1 an qu'il est à la maison, qu'il est mis à disposition dans sa gamelle, qui est renouvelée tous les jours. Est-ce que cela peut lui provoquer des soucis de santé? Et quelles sont les solutions pour le faire boire? Alors, s'il boit jamais d'eau, c'est vrai que c'est étonnant. Il doit manger, je pense, beaucoup de verdure, parce qu'on a des fois des gens qui nous disent que le lapin ne boit pas, mais par contre, il a une alimentation humide à côté qui est assez importante. Il faut quand même que le foin reste bien la base. Bon, c'est pas un légumivore, le lapin, c'est vraiment un herbivore strict. Donc le foin, c'est 85% de sa ration. S'il ne boit pas, après, il faut, comme on disait, c'est d'aromatiser l'eau. Alors on parlait un petit peu de jus de fruits, bon, que ce soit ananas, ça peut être des bouchons de jus de pomme ou autre. Mais voilà, il ne faut pas apporter trop de sucre non plus, hein, c'est pas ça le message, c'est vraiment juste apporter une appétence à l'eau. On peut essayer de faire des infusions de foin également. S'il y a de la verdure qu'il aime bien, des fois je conseille de les mettre un peu en bouillie et de le mélanger à la gamelle d'eau pour voir si ça peut attirer le lapin. D'humidifier la verdure en les trempant dans l'eau et puis laisser un peu bah, les gouttelettes dessus pour justement qu'il y ait un apport hydrique en plus. Mais c'est vrai que si vraiment on a par exemple une mue un peu plus importante sur un lapin qui ne boit pas ou des chaleurs importantes, il faut, si on a des seringues à la maison, essayer de complémenter quand même de façon raisonnable, hein, il ne faut pas faut pas le bourrer, hein, mais il faut quand même qu'il soit hydraté. Donc si on a tendance à avoir un lapin qui boit peu, il faut essayer de faire la prévention soi-même. Alors après, je ne sais pas, est-ce que ce lapin mange de la verdure, est-ce qu'il n'en mange pas? Ça peut peut-être conditionner un petit peu. Bah, peut-être que Thomas peut nous répondre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Thomas, qui mange des légumes tous les jours. Nous habitons dans un appartement, donc malheureusement pas d'extérieur, mais il vit en liberté totale dans l'appartement. Voilà. Et il ne boit pas non plus lorsque... Ah ouais. J'avais pas vu la fin de la phrase, c'est pour ça, Là, c'était on un peut le peu flou. rajouter. Il ne boit pas non plus lorsqu'il reste chez ma belle-mère où il peut gambader dans le jardin. Bon, en même temps, si ça fait un D'accord. an qu'il Mais ne après, quand il mange, c'est boit vrai que pas, c'est beaucoup de que frais, c'est peut-être aussi comme ça qu'il compense. L'eau qu'il boit pas, il la mange en quelque sorte, donc oui, c'est peut-être ça. Après, ce qui serait intéressant, ce serait effectivement de palper le ventre du lapin, voir si on est bien sur quelque chose de souple ou pas. très Je bien. sais pas si vous Alors, m'avez entendu, il y a eu un petit bug, non? Ça va? non, non, très bien. Enfin, moi, D'accord. j'entends très bien. Je ne sais pas si tout le monde nous entend bien sur Facebook. Je regarde encore. Il y a une autre petite question, je crois. Attendez, parce que comme il y a pas mal de questions, alors, attendez, j'essaie de rester sur des. J'ai celle-ci. Mon lapin fait souvent des petites crottes après des heures de sieste. Quand il remange son foin, après, c'est bon. Donc ça, bon, c'est pas vraiment une question.
Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Docteur Garbi, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur sur l'arrêt du transit? On va peut-être changer de sujet sur les urgences. Après, bon, ce qui est vraiment important, c'est, je pense, savoir connaître le comportement normal de son lapin et puis arriver à identifier Mhm. le moindre petit truc qui cloche, Ouais. parce que souvent, c'est vraiment un ou deux voilà, petits détails qui nous donnent la puce à l'oreille. Et le caractère urgence, bah, effectivement, si le lapin il gambade encore, qu'il a quand même encore la joie de vivre, tout ça, il n'y a peut-être pas forcément d'urgence, mais un coup de téléphone à son vétérinaire et peut-être adapter les choses. Et puis à apprendre un petit peu, oui, à manipuler son lapin et à reconnaître physiquement des critères de gravité. Alors, maintenant, on va aborder un deuxième sujet qui sont les problèmes respiratoires dans l'urgence. C'est un sujet, je crois, qui est important. Pourquoi est-ce que c'est important, les problèmes respiratoires chez le lapin? Le lapin est un animal à respiration nasale stricte, alors il ne peut pas respirer par la bouche. On n'a vraiment que les narines qui permettent de faire rentrer l'air. Donc c'est pour ça, entre autres, qu'ils supportent pas bien la chaleur, ils peuvent pas halter, ils peuvent pas non plus transpirer. Et du coup, les cavités nasales sont sur ces petits animaux quand même assez réduites parfois. Et on a des fois du mucus qui peut gêner, une inflammation dentaire qui peut gêner. Donc on peut vite avoir une restriction au niveau de l'entrée d'air. Quand on a, on appelle ça au sens large un coryza ou en tout cas le nez qui coule avec une rhinite plus ou moins infectieuse, on peut avoir du mucus qui gêne l'entrée d'air et du coup le lapin qui est constamment en train de forcer pour respirer. Donc c'est pas quelque chose déjà de confortable. Ensuite, on peut avoir ces sérosités qui s'accumulent au niveau de l'entrée des narines et qui sèchent. Et comme le lapin ne peut pas respirer par la bouche, on peut avoir l'entrée des narines qui sont obstruées plus ou moins de façon totale. Et du coup, la détresse est encore plus importante. Donc, quand on a un lapin qui a du mal à respirer, souvent, on le sent vraiment voilà, un peu isolé, les pattes écartées, souvent la tête un peu redressée. On a parfois voilà, du nettoyage excessif avec des avant-bras qui sont mouillés parce qu'il s'est constamment essuyé le nez et du coup on retrouve sur les avant-bras un manque de poils ou des fois des sérosités qui sont collées. Donc quand c'est une atteinte supérieure, on a des fois des petits signes qui nous mettent la puce à l'oreille et on entend aussi parfois du bruit, on entend des sifflements, des ronflements. Quand c'est une détresse qui est plus interne, enfin une maladie respiratoire qui est plus interne, qui touche la cavité thoracique, on peut avoir plutôt un lapin qui a du mal voilà, faire des efforts, des fois qui a aussi une position anormale de confort. On peut retrouver des fois du tirage nasal, c'est-à-dire les narines qui font vraiment ces mouvements-là. Parfois la cavité thoracique aussi qui vraiment augmente de volume assez brutalement. Donc on a un effort qui est excessif. Et bon, tout appareil, enfin toute maladie respiratoire chez le lapin peut être très grave, peut amener à des complications, des fois qui sont mortelles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi à vérifier. Un lapin qui est en bonne santé respire normalement plus ou moins vite, mais en général c'est quand même une respiration qui est assez rapide. Il a les petits mouvements des narines qui sont présents, mais qui ne sont pas du tout reliés avec la respiration. Et il est confortable au niveau respiratoire, on n'a pas du tout d'efforts qui sont notés. Donc si on en voit, c'est vrai que ce n'est pas forcément une urgence vitale dans l'heure, mais il faut quand même consulter assez rapidement parce que ça peut le devenir. Il y a pas mal de questions, je vois, de commentaires sur des lapins qui ont le nez qui coule, des éternuements. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est lié à quoi? Alors très très souvent, au départ, il y a une irritation par des petites poussières, des polluants au sens large de l'environnement. Ça peut être souvent des poussières dans la litière, si la litière n'est pas adaptée. Des fois des poussières dans le foin. Quand le lapin est en liberté, quand il va souvent sous les meubles, sous les lits, tout ça, il peut y avoir un petit peu plus d'accumulation de poussière, ça peut arriver. Un air qui est parfois est trop sec, trop chaud, et puis des fois en hiver, quand on met les radiateurs, on peut avoir une humidité ambiante qui diminue. Donc souvent en premier lieu, on a une irritation qui provoque déjà une sécheresse des muqueuses respiratoires et le lapin qui peut éternuer en réflexe ou des fois avoir un peu le nez qui coule, comme nous quand on a un rhume par exemple. Donc si les sérosités sont vraiment translucides, en général on est plutôt sur voilà, une petite rhinite simple, mais ça peut des fois dégénérer en infection. Donc l'éternuement, on va dire le nez qui coule, ça arrive assez souvent. Souvent c'est quand c'est la transition entre l'acquisition du lapin
s'il vient d'animalerie ou d'élevage ou autre. Et puis l'arrivée à la maison, ça peut être des fois aussi une source de stress pour le lapin. Et tout stress peut aussi un petit peu affaiblir ses défenses immunitaires. Et du coup, voilà, les symptômes apparaissent un peu plus fréquemment dans cette période-là. Mais en premier lieu, quasiment tout le temps, c'est une irritation de quelque chose, et ensuite ça peut dévier sur une infection. Il y a une question de Jennifer qui nous dit qu'elle a un lapin qui éternue tout le temps, enfin non, de temps en temps. Des fois, il y a un peu de saleté qui sort de son nez, mais sinon, elle est en pleine forme, elle mange. Mais le souci, c'est que je dois tous les jours lui nettoyer son nez, car ses poils sont sales malgré les 2 antibiotiques. Cela ne passe pas. Alors après, comme je disais, il faudra. Enfin, je ne connais pas le mode de vie de ce lapin, mais il faut revoir un peu les conditions de maintenance. Très souvent, c'est ça qui conditionne aussi l'état de santé du lapin. Donc, revoir un peu tout ce qui est voilà, irritant au sens large. Après, effectivement, s'il y a des saletés qui sont plutôt blanches, ça peut être du pus, ça peut être quelque chose d'infectieux. Si les antibiotiques ne passent pas, il est possible des fois de faire des prélèvements. On a des fois sur certains, donc des prélèvements bactériologiques, hein, j'entends. Donc Oui. on envoie un laboratoire, un écouvillon, et essayer de déterminer avec précision quel germe est présent et quels antibiotiques pourraient marcher ou ne pas marcher dessus. C'est ce qu'on appelle un antibiogramme. Et après, on a des cas un peu plus complexes, avec parfois des rhinites chroniques qui sont difficiles à gérer, même parfois avec le bon antibiotique. On peut rajouter d'autres soins comme des inhalations, des anti-inflammatoires. Des fois, on a des choses encore plus embêtantes si la rhinite est chronique et qu'on a une érosion des cornets nasaux. Donc, c'est des petites structures osseuses. Je compare ça souvent à des labyrinthes dans les cavités nasales du lapin. Et quand l'infection est vraiment chronique, on peut avoir une lésion à ce niveau-là. Et ça se voit essentiellement à l'examen scanner. Et des fois, on a des lapins qui ont des écoulements chroniques parce que anatomiquement, il y a des soucis, hein, il y a des choses qui sont abîmées dans les cavités nasales. Et c'est vrai que là, pareil, avec tous les antibiotiques du monde, des fois, on n'y arrive pas. Donc la rhinite, le syndrome rhinite du lapin, il est aussi complexe à gérer. Et on a des fois des échecs thérapeutiques parce qu'il y a anatomiquement, le lapin est quand même particulier. Il y a des choses voilà, qui sont difficiles à gérer. Après toutes les thérapies, on va forcément rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que déjà gérer l'environnement et peut-être essayer de cibler l'antibiotique, ça peut être quelque chose qui peut faire avancer. Et après, on a des corps peut-être encore un peu moins fréquents, comme des corps étrangers, mais ça, pareil, ça se voit au scanner essentiellement. Bon, c'est vrai Et que des c'est tumeurs. passionnant, on peut rester des heures sur chaque sujet, mais on est obligé Voilà, avec oui. peu. Donc, à moins que vous ayez quelque chose de plus à rajouter sur les urgences respiratoires, on peut peut-être passer au sujet suivant. Je Donc, voulais juste rajouter oui, juste une petite chose. C'est vrai que un peu comme tout à l'heure les transits, l'urgence respiratoire, elle peut avoir aussi une autre cause qu'uniquement respiratoire, comme les dents par exemple. Voilà, sans rentrer dans le détail, mais savoir que c'est pas forcément ça la cause. Mais qu'en général, le lapin qui commence à respirer pas bien, là, il faut pas attendre, hein. oui, c'est une urgence, hein, on est d'accord. Voilà, c'est un organe voilà, vital Ouais. immédiat. Très bien. Alors, une autre catégorie d'urgence, c'est tout ce qui concerne donc la neurologie et en particulier euh, tout ce qui est syndrome vestibulaire. Alors, on va expliquer ce que c'est parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un syndrome vestibulaire. Puis j'ai vu passer également une question sur de l'épilepsie d'un lapin. Donc, on va peut-être d'abord démarrer par le syndrome vestibulaire. Syndrome vestibulaire, c'est une grosse entité également qui a plusieurs causes. C'est en général le lapin qui va pencher d'un côté, à droite ou à gauche, pardon. Il peut des fois aussi faire ce qu'on appelle des roulés-boulés. Il va tomber sur un côté et puis tourner constamment, un peu comme un tonneau qu'on fait rouler, avec des grosses pertes d'équilibre. On a vraiment des syndromes vestibulaires qui sont des fois très légers, avec juste la tête qui penche à 10 degrés, 45 degrés. Parfois, vraiment le lapin qui va pencher à plus de 90. Et après, le stade avec des roulés-boulés. Donc, le syndrome vestibulaire, c'est ça, c'est la perte de l'équilibre du lapin. Il y a plusieurs causes. Pareil, là, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais dans les critères d'urgence, c'est un lapin qui des fois assez brutalement perd l'équilibre, peut se faire mal. En général, c'est quand même très choquant émotionnellement pour les gens de voir son lapin faire ça. Donc, on a des urgences qui viennent pour ça.
Et effectivement, après, le lapin n'est pas forcément en état de souffrance, mais ça, c'est à nous voilà, de le déterminer. Mais par contre, c'est quelque chose d'impressionnant et c'est une gestion aussi relationnelle à avoir. Donc le lapin, il faut déjà le calmer, il faut déjà le mettre dans un environnement calme, un peu tamisé, voire sombre, le rassurer. Et le lapin perd un peu toutes ses facultés à manger seul, à boire seul, à se toiletter. Donc c'est vraiment du nursing. Et après, les grandes causes qu'on peut avoir, c'est l'otite moyenne interne et l'encéphalitozoonose en général. Donc c'est les deux grandes causes. Après, il y en a d'autres un peu plus rares, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut gérer. Mais encore une fois, la gestion, c'est surtout gérer la souffrance si elle est présente, l'hydratation, la tension que l'animal a et le stress que le lapin a. Et rassurer également les propriétaires après en Oui. investiguant un petit peu plus Bon, en tard. général, je pense que quand on a ce genre de syndrome, on consulte assez rapidement. Oui, parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Donc en général, on n'attend pas, effectivement. Alors, je sais plus où elle est parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais j'ai vu passer L'épilepsie. une question sur l'épilepsie. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux la retrouver. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent chez le lapin? Alors l'épilepsie ou les crises convulsives, elle peut avoir beaucoup de causes. Donc c'est des fois quelque chose qui arrive en stade terminal de maladie quelconque, que ce soit problème rénal, cardiaque, digestif. Des fois, malheureusement, avant le décès, quand on est sur quelque chose une maladie vraiment très grave. L'épilepsie vraiment voilà, essentielle chez le lapin, c'est pas forcément aussi fréquent que ce qu'on peut avoir chez le chien et le chat. Mais par contre, si on est sur une maladie neurologique type encéphalitozoonose, on n'a pas forcément que des syndromes vestibulaires. On peut avoir des fois des troubles de la locomotion, de l'incoordination, des fois, oui, des crises convulsives, donc de l'épilepsie, parfois une parésie, donc une patte qui fonctionne un petit peu moins bien. Donc le lapin n'a pas toujours la tête qui penche, ça dépend un petit peu des zones. Donc l'épilepsie, après, voilà, il faut savoir exactement pourquoi il est comme ça. Donc c'est des fois aussi pareil, des analyses de sang, des choses à explorer pour avoir plus de détails, parce qu'elle se gérera différemment en fonction de la cause, bien sûr. Oui, en fait, la question de Catherine, c'était sur la relation avec une encéphalite du lapin. Est-ce que ça peut être un des signes Ah, de l'encéphalite? ah oui, oui, du coup, l'encéphalitozoonose peut provoquer des crises convulsives. Donc, on n'a pas forcément de syndrome vestibulaire, mais on a un trouble neurologique central. Et c'est vrai que, bon, après, on a des tests qui permettent d'aiguiller un petit peu, même si c'est pas parfait, mais ça peut être en relation, oui. Tous les troubles neurologiques, potentiellement, peuvent être en relation avec l'encéphalitozoonose. Très bien. Alors, je propose de passer au sujet suivant, qui est un sujet de circonstances en été, qui sont les coups de chaleur. Donc, bon, je pense que tous les propriétaires de lapins font attention à la chaleur, mais je pense que ce sont des accidents qui arrivent quand même. Est-ce que vous en voyez de temps en temps à la clinique? On en voit, pas que chez le lapin, mais on en voit régulièrement. En général, les propriétaires de lapins sont quand même très sensibles à ça et savent que le lapin n'est pas un animal qui supporte bien la chaleur. Dès qu'on dépasse les 25 à 28 degrés sur un environnement un peu confiné, tout ça sans aération, le lapin déjà peut être en souffrance. Les signes qu'on a, c'est une polypnée, donc un lapin qui va respirer encore plus vite que d'habitude. Souvent une position, comme on disait tout à l'heure, un peu allongée, les pattes écartées, la tête un petit peu redressée. La température va monter progressivement, donc on parlait tout à l'heure de 38 à 40 degrés, donc il va voilà, monter à 41, 42. Il n'aura pas possibilité de se rafraîchir autrement que de se mettre à l'écart de la chaleur, donc c'est là où il faut apporter à son lapin des lieux de vie qui sont frais, donc baisser les stores, des petites cachettes avec des systèmes voilà, de rafraîchissement, tout ça. Et le lapin, une fois qu'il entre en coup de chaleur, peut développer des signes généraux gravissimes, des troubles de la coagulation du sang, des troubles au niveau de la fonctionnalité la fonction des protéines et des enzymes, une souffrance cellulaire avec une mort cellulaire, des organes qui rentrent en défaillance. C'est vraiment une urgence vitale immédiate et il faut mieux la prévenir parce que la guérir, c'est vraiment très compliqué et souvent on n'y arrive pas forcément. Donc c'est vraiment la prévention là, qui prime, hein, surtout. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon
forcément pas complet, puisqu'il y avait plein d'autres sujets, mais si on veut prendre quelques questions, on va avoir du mal à y répondre. Peut-être sur la chaleur, tu avais Oui, une autre question, peut-être Vivienne, justement oui. sur les miasmes, on me Oui, demande, hein, voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quand même un sujet qui est assez désagréable, hein, les mouches. ouais. Alors les mouches, bon, souvent ça peut être en général les lapins d'extérieur qui vivent en clapier ou en parc, tout ça. Donc des fois on a des mouches effectivement qui sont attirées, enfin elles sont attirées par les matières organiques. Alors les miasmes, elles apparaissent le plus souvent au niveau du périnée, donc la partie où il y a l'anus et les voies urinaires et reproductrices. Donc c'est un lapin qui peut par exemple être un petit peu malpropre, se faire dessus, que ce soit urinaire ou digestif, qui a un peu de diarrhée, qui est en surpoids, avec des replis au niveau de la peau et du ventre qui vont engendrer de la macération, une dermatite. Il y aura une inflammation de la peau avec des fois un peu d'exudat. Et les mouches vont être attirées par ça. Donc elles vont pondre, des fois assez rapidement en fonction de la température extérieure. Les œufs vont éclore et vont donner des asticots. Et les asticots se nourrissent des matières organiques qui sont présentes. Si on a une infection de la peau déjà qui est présente, avec une peau fragilisée, voilà, il va y avoir des cellules qui vont mourir. Donc les miases, la miase, c'est les asticots qui vont manger, on va dire, les matières organiques. Et on peut avoir des fois des plaies délabrantes, un peu amplifiées. Il y a une souffrance du lapin. C'est quelque chose de pareil, d'assez choquant parce on a les asticots qui grouillent, on va dire, sur son lapin. Et c'est des fois voilà, enfin, une détresse aussi, aussi émotionnelle et le lapin est en souffrance. Donc c'est vraiment là encore de la prévention. Que son lapin soit dans de bonnes conditions. On peut même l'ausculter un peu tous les jours, regarder le ventre, regarder l'arrière des pattes, le train arrière, etc. Mais c'est souvent dans cette zone-là parce qu'on a justement toutes les zones éliminatoires du lapin qui abouchent là. Et voilà, c'est quelque chose qui est souvent en relation avec la chaleur parce que ça se développe très très vite quand il fait chaud. Et les mouches voilà, peuvent pondre un peu sur tout ce qui les attire. Donc après, nous, en consultation, on fait un nettoyage, on gère la douleur, un petit peu comme tout à l'heure. Des fois, on a vraiment quelque chose d'assez superficiel et une fois qu'on retire tous les asticots et qu'on gère localement, on n'a pas de plaie. Mais parfois, on a des choses quand même impressionnantes avec des asticots qui sont dans le rectum, qui sont dans le vagin pour les femelles. Des Mhm. fois avec des plaies parce que voilà, la peau a été abîmée, qui rentrent en sous-cutané. Donc, il peut y avoir des chocs toxiques, des chocs généraux. Le lapin peut mourir de ça aussi. Vivienne, tu avais Oui. une autre question peut-être, oui. Des questions sur le nettoyage des oreilles. Est-ce qu'il faut nettoyer régulièrement les oreilles des lapins? C'est un sujet qui Ouais. passionne les gens. Moi, je suis pas forcément pour. L'oreille du lapin, en plus sur les béliers, est quand même assez compliqué à nettoyer par rapport à un chien ou un chat. C'est quelque chose de plus petit, de plus profond. Le tympan est vraiment profond. Et nous, quand on fait l'examen clinique du lapin, voilà, avec l'autoscope, on a des fois du mal à accéder au bout parce qu'on a un petit peu de cérumen ou autre. Donc nettoyer les oreilles de son lapin de temps en temps, moi je le conseille quand voilà, il y a un peu d'accumulation de cérumen par exemple ou de saleté au fond, mais pas le faire tous les jours, tous les 3 jours. En général, c'est peut-être une fois toutes les 2, 3, 4 semaines en fonction. Donc ça, pareil, faut avoir l'avis de son vétérinaire. Faut pas faire trop n'importe quoi. Mais si on nettoie trop souvent, on va avoir des liquides qui sont parfois mal expulsés si le lapin se coupe pas bien la tête ou si les oreilles, le conduit est vraiment trop étroit, le liquide va pas sortir. Donc ça peut aussi engendrer des macérations. Et après, il y a des otites chez le lapin qui sont compliquées à gérer et parfois c'est pas médical, c'est chirurgical. Donc les nettoyages, bon, on va dire que c'est vraiment au cas par cas. Mais je ne le conseille pas dans la routine de tous les jours, en tout cas pas avec un nettoyant liquide. Mais par contre, avec une compresse ou un coton-tige uniquement sur l'entrée du pavillon, là pourquoi pas, hein, retirer les excédents de cérumen qui n'ont pas été nettoyés. Mais voilà, pas s'amuser à aller chercher au fond du conduit. Est-ce que tu avais d'autres questions, Vivienne? Oui, alors là, on passe sur les dents. J'ai Flappy, le petit lapin d'Anaïs, qui va se faire enlever les incisives lundi. Et elle voudrait savoir comment va se passer son alimentation par la suite, après l'opération. Alors les incisives, je pense que s'il se les fait enlever, c'est qu'il y a probablement une malocclusion ou un autre problème. Donc le lapin, c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir en train de ronger sa carotte. Alors la carotte, voilà,
on l'oublie tout de suite, mais il va ronger d'autres choses, il va manger l'herbe. Le lapin, il a quand même des lèvres qui sont préhensibles. Du coup, les incisives ne sont pas indispensables. Après, on peut couper la nourriture en petits morceaux, que ce soit le foin, on peut le couper en fibres plus courtes. La verdure, pareil, on peut la couper en plus petits morceaux. Les granulés, peut-être au début les mouiller, s'il en a déjà, parce que c'est pas obligatoire. Donc c'est plutôt essayer de réadapter la taille des aliments à quelque chose de plus petit pour que ce soit plus simple pour lui pour les prendre. Peut-être qu'il aura un traitement après avec du nourrissage assisté, donc pourquoi pas voilà, continuer quelques jours histoire de le réalimenter correctement le temps qui de lui-même arrive à avoir 100% de ses besoins, parce que c'est ça, s'il ne mange pas suffisamment, voilà, il va peut-être perdre un petit peu de poids, etc. Donc il faudra, je pense, soutenir un petit peu l'alimentation. Mais en général, couper en plus petits morceaux, ça suffit, et puis le lapin, après, ça s'adapte très bien. Donc c'est un petit cap à passer, et voilà, c'est pas forcément quelque chose de gênant pour lui. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. En particulier, je vois qu'il y a une question sur tout ce qui est urgence, traumatisme, blessure. On avait prévu de l'aborder, mais bon, bah, il est déjà 7h moins 5, donc ça passe très très vite. Donc on en parlera peut-être sur une prochaine fois. Euh, Mettons, si un Bon, après, lapin on peut. ingère un aliment qui est toxique, qu'est-ce que les premiers gestes à faire? Alors le lapin ne peut pas vomir, donc nous on est un peu limité même en clinique quand il vient tout de suite. Donc si c'est un toxique, en général les gens nous appellent tout de suite et on met en place un traitement conservateur. Après ça dépend du toxique, donc il faut bien se renseigner si possible de l'aliment qui est ingéré ou de la plante ou voilà ou d'un produit chimique pour pouvoir agir en conséquence, parce qu'il y a le toxique purement irritatif au niveau digestif. Donc en général on peut donner du charbon activé, des pansements gastriques intestinaux. Si c'est des toxiques qui peuvent être métabolisés assez rapidement et provoquer des troubles rénaux ou hépatiques, par exemple, ben, souvent on les met en perfusion, on apporte des soutiens rénaux hépatiques en plus. Donc c'est vrai que ce qui est important, c'est déjà savoir ce qu'il a mangé. Et ensuite, le traitement, il peut être à la maison, ça dépend un petit peu des cas. Mais on n'a pas d'autre choix que de faire du soutien. Contrairement au chien-chat, on n'a pas de molécules qui vont faire vomir le lapin parce que c'est pas possible. Donc voilà, on limite l'ingestion des toxiques, l'exposition aux toxiques, et après on gère en fonction des cas. alors, c'est vrai qu'on a encore 5 Ah, minutes, docteur Garbi. puisqu'on Oui, est oui, dans même un petit peu plus les si vous départs voulez. en vacances, lors des trajets, qui peut diminuer le stress du lapin? Est-ce qu'il y a des choses à leur donner à base d'herbes, de plantes? Hmm. Alors, oui, oui, après, il y a des choses qui existent. Dans le commerce, on retrouve des phéromones d'apaisement du lapin qui, en général, marchent bien. Bon, ça dépend des cas, bien sûr, mais c'est des phéromones qui sont produits de façon synthétique. Et c'est des phéromones de lapine pour garder les petits au nid. Donc, c'est vraiment une phéromone qui est spécifique à l'espèce du lapin. Ça peut être un apaisement qui marche bien. On a même des lapins stressés dans leur environnement, la maison, l'appartement, qui sont plus calmes, qui ont des fois moins de gastrite de stress grâce à ça. Donc pour le transport, ça peut être une option. Après, comme je vous disais, moi je travaille aussi avec les extraits de plantes et on a des extraits de plantes standardisés qui existent et qui sont bien tolérés chez les animaux, comme la valériane, comme la passiflore, comme l'aubépine, puis d'autres plantes. Donc on peut aussi faire de la phyto sous forme de liquide. Après, il y a d'autres peut-être choses qui existent, que ce soit les fleurs de bac, des molécules peut-être plus ou moins chimiques, mais que voilà, je déconseille si en tout cas c'est entre guillemets voilà, vous ne pouvez pas passer sur des anxiolytiques ou des choses comme ça. Hein. Ça, par exemple, c'est pas du tout conseillé juste pour un trajet. Donc, ces thérapies-là, on va dire, sont possibles, sans effets secondaires particuliers. Après, il faut aussi habituer son lapin à la cage de transport. Donc, souvent, la cage de transport, on peut la mettre dans l'environnement du lapin, que ça représente un petit peu comme un lieu de retraite, on va dire, et qui se sente bien à l'intérieur. Et après, pendant le transport, lui apporter un petit peu à manger, un petit peu à boire, qui sont également réconfortants, ça l'occupe. Et le stress, bon, va dépendre un peu des lapins, donc il faut aussi bien être présent, quitte à faire peut-être des petits trajets au départ pour l'habituer à la caisse de transport, faire un petit tour juste du pâté de maison en voiture et le ressortir et le rassurer, qu'il se rende compte que finalement on n'est pas sur un stress délétère et qu'il a peut-être une petite friandise juste après. Des choses comme ça, et augmenter petit à petit le temps
le temps de la route, faire que 5 minutes, et puis après, voilà, pourquoi pas passer sur 30 minutes, 40, 1 heure, pour que le lapin ait quand même l'habitude de tout ça. Vivienne, tu avais d'autres questions peut-être encore? Oui, une petite dernière. Une griffe qui est arrachée. Est-ce que c'est une urgence vétérinaire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Non, c'est pas forcément une urgence, sauf si ça saigne énormément ou qu'il s'est cassé une phalange ou des choses comme ça. Une griffe arrachée, en général, bon, si le lapin se laisse faire, on a soit l'étui corné de la griffe, donc la griffe c'est vraiment voilà, la partie interne, et puis l'étui corné qui est toute la griffe qu'on voit en général, et en transparence on voit parfois le petit sinus veineux, et lorsqu'on coupe ce qui fait mal. Donc quand une griffe est arrachée, on peut des fois avoir la pulpe qui se met à nu parce que toute la partie cornée a été arrachée. Le lapin, bon, certes, peut-être mal sur le coup, il suffit déjà de bien examiner la griffe, la nettoyer avec du sérum physiologique par exemple, une compresse ou autre pour éponger, essayer d'arrêter les saignements en comprimant légèrement. Il y en a qui conseillent parfois de mettre un petit peu de farine ou un petit peu de savon dur pour que ça coagule un peu plus vite. Bon, après, peu importe la technique, mais il faut voilà, en tout cas gérer déjà le saignement local, mais le lapin, voilà, n'a pas besoin de venir en urgence pour ça, il n'a pas besoin forcément d'antidouleur pour ça, donc c'est quelque chose qui, sur le coup, n'est pas très agréable, mais une fois qu'on gère les saignements, après, voilà, on vérifie que ça ne s'infecte pas, que le lapin ne patauge pas non plus dans une litière avec plein d'urine ou autre, mais voilà, rien de dramatique en tout cas. Alors, oui, Non, 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 simplement, alors, il y a une question, mais on va pas répondre parce que c'est compliqué. Je pense que Yaeko doit être inquiète, mais elle a déjà vu son vétérinaire et bon, qui a été récupéré. Bon, je pense que dans ces cas-là, il faut voir avec le vétérinaire. Ça, je pense que s'ils n'ont pas trouvé la cause, il y a peut-être d'autres investigations à faire. Oui, probablement. Après, je sais pas, voilà, les Ça va examens être qui ont été mis compliqué en place. Des fois, on a de même dire des, des il fois, a on a des perdu lapins qui ne deux mangent pas, on semaines. trouve pas de cause, et parfois, ça peut être un stress ou voilà. Enfin, voilà, je peux pas trop m'avancer parce que je connais pas le cas. Oui, c'est difficile. Enfin, Après, on a une autre question. SOS Lapin qui n'a jamais mangé de foin à cause de molaires mobiles. Quel est le risque pour sa santé? Extraction des molaires mobiles à envisager. ça dépend un peu de combien de molaires sont mobiles. C'est vrai que des dents qui bougent, c'est pas agréable, donc on a des risques des fois d'abcès ou en tout cas de fractures ou autre. Donc si c'est tout un cadran, parfois ça nous arrive d'extraire 4-5 dents, voire plus, d'un cadran. On peut pas se permettre non plus d'enlever une dizaine de dents en même temps, sauf si c'est des dents qui viennent assez facilement, mais il faut aussi voilà, que l'anesthésie ne dure pas trop longtemps, que la douleur soit bien gérée, encore une fois. Donc là, pareil, le cas, est-ce que c'est que 3-4 molaires d'un côté? Est-ce que c'est 3 à droite, 2 à gauche, en haut, 2 en bas? Enfin, voilà, des fois on a des maladies dentaires chroniques avec les 4 cadrans qui sont touchés par une ou plusieurs dents. C'est pas toujours une gestion chirurgicale, ça peut être des fois du médical avec des antalgiques, des contrôles dentaires réguliers, parce que si une dent se met à plus bouger ou à presque tomber, voilà, il faut pas la laisser en place. Donc ça, c'est aussi à discuter, ça dépend de l'âge du lapin également. Si c'est un vieux lapin, est-ce qu'il y a plus de risques à l'anesthésie? Est-ce que voilà, on est obligé d'enlever beaucoup de dents ou pas? Enfin, c'est vrai que c'est vraiment du cas par cas. Donc en général, une dent qui bouge, il ne faut pas forcément la laisser en place, sauf si elle bouge vraiment très très peu et que voilà, elle sera peut-être amenée à se reconsolider. Mais voilà, une dent qui est mobile ou qui est en mauvaise santé, en général, on la retire. Mais encore une fois, ça dépend du contexte. Bon, un commentaire pour résumer ce live. Donc, bravo pour ce premier live. Docteur Garbi à l'aise comme en vrai. Donc, franchement, merci, c'était super. Moi, je Merci, resterai bien super. encore beaucoup plus longtemps parce que c'est vrai que la discussion est très agréable. Il y a tellement de choses à apprendre et puis je pense que c'était super intéressant d'avoir plein de conseils. Euh, bon, c'est vrai que souvent, quand on parle de maladie, c'est anxiogène, mais je crois que c'est intéressant de comprendre ce qui se passe. Ça permet de prévenir, de savoir quand il va y avoir un problème. Et puis, je pense que quand on a un lapin, qu'on s'y intéresse, on a toujours
envie d'en savoir plus. Donc pas trop d'automédication, si j'ai bien compris, plutôt téléphoner à son veto et puis demander un conseil, hein, voilà. Hein. Et puis nous, on va essayer de continuer ces lives avec le docteur Garbi, avec d'autres vétérinaires NAC. On va essayer aussi d'avoir des comportementalistes. On va vous donner aussi la parole, parce que je crois que c'est important de partager son expérience, savoir comment vous avez construit un univers à votre lapin. On a aussi beaucoup de choses à partager. Alors on le fait à travers la page Facebook qui est une page très active, mais ça nous semblait intéressant aussi de pouvoir avoir ce mode de discussion direct avec vous. Et en tout cas, ce soir, vous étiez à un moment presque 180 personnes. Là, on est encore 144. Donc c'est super. Il y a eu 1400 petits cœurs, docteur Garbi. Donc voilà. Je vous conseille de vous inscrire sur la chaîne YouTube qui s'appelle Rabbit's World Channel, puisqu'on va remettre en replay ce live. Et c'est plus facile de retrouver les vidéos. Puis il y a des contenus spécifiques. On va faire des petites vidéos qui seront pas en live, mais sur des thématiques que je ferai revoir à des vétérinaires pour être sûr de vous donner une information juste et pas dire de bêtises. Je crois que c'est important. Et on essaiera d'aborder beaucoup de sujets. Les rendez-vous, on veut pas s'engager sur des rendez-vous. On va essayer de le faire le plus souvent possible, c'est-à-dire peut-être une fois par semaine, mais on vous tiendra informé à la fois sur la page Facebook et puis sur YouTube. Peut-être que on peut peut-être avoir Vivienne pour nous dire un petit coucou. Est-ce que je peux juste Oui, dire oui, que, bien sûr. je sais que tout à l'heure vous parliez de gens qui avaient des questions sur les traumatismes et Oui, enfin oui. moi voilà, je peux rester un petit peu plus si vous voulez qu'on Bon, aborde ce alors, sujet et qu'on on finisse fait après pour encore. pas qu'il y ait trop de frustration. Allez, on reste un petit peu, parce que je sais que le Voilà. docteur Garbi doit reprendre la route tout à l'heure. Donc, je vais vous mettre une question sur sur les traumatismes, et sinon, en fait, peut-être plus généralement, les traumatismes, les chutes, les morsures, est-ce que ce sont des causes fréquentes, et qu'est-ce qu'on peut en dire alors? Ouais, le lapin est bon, un animal, vous le savez, qui bouge beaucoup, qui a besoin de bouger en plus, qui a un squelette assez fragile. Et c'est vrai que les fractures, on en rencontre, peut-être pas voilà, aussi fréquemment que le reste, mais on en rencontre quand même. Les morsures par les autres animaux, bah, des fois, c'est par d'autres lapins, quand il y a une cohabitation qui se passe pas bien. Et les griffures, ça peut être souvent par des chats qui vivent dans la maisonnée. Donc après, quand c'est des plaies assez superficielles, des fois on s'en rend pas forcément compte parce que la fourrure cache les choses et puis un beau matin, on caresse son lapin, on sent qu'il y a une croûte et puis voilà, il y a une plaie. Le lapin peut ne rien montrer du tout parce qu'il est discret, parce que ça lui fait peut-être un peu mal sur le coup, puis après bah, ça croûte et puis il n'en parle plus, on va dire. Donc c'est des fois quelque chose qu'on remarque a posteriori. Quand c'est une fracture ou voilà, une atteinte au niveau de la face, en général, là, on le voit tout de suite. Après, le lapin, même s'il est discret et qu'il ne montre pas grand-chose, il a quand même mal. Donc la gestion de la douleur, encore une fois, elle est indispensable et il faut consulter. Alors effectivement, si voilà, il s'est tordu un doigt ou qu'il a une plaie au niveau voilà, de la peau, mais sans atteinte oculaire, par exemple, qu'il n'y a pas des gros saignements, ça peut peut-être attendre le lendemain, appeler le vétérinaire pour évaluer un petit peu par téléphone les choses. Si le lapin est quand même en état de choc ou autre, bon voilà, il faut venir en urgence et que la douleur est vraiment là à un stade où il la tolère plus. Après, c'est quelque chose quand même qui arrive, oui, assez régulièrement, qu'on ait des pattes cassées parce que le lapin a parfois été mal porté ou est mal retombé. Des fois, on a des chutes, voilà, parce qu'il a fait le fou, il est monté sur la table. On a des fois des chutes d'un étage, de 2 étages qui arrivent, avec des fois des grosses frayeurs, mais tout va bien à la sortie. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il faut toujours regarder un peu son lapin, vérifier qu'il se déplace correctement, inspecter ses oreilles, ses yeux. Ils n'aiment pas trop qu'on leur touche le bout du nez, la face, tout ça, mais voilà, il faut quand même, avec patience, les habituer à être manipulés le plus possible et vraiment un peu sous tout leur recoin. Pour voilà, en gros qu'il n'y ait plus trop de secrets pour les gens et agir au mieux.
Mais en tout cas, la gestion de la douleur à la maison, voilà, on ne peut pas la faire s'il y a un traumatisme, il faut venir en clinique vétérinaire. Après, il y a des choses qu'on peut faire à la maison, si c'est une petite plaie superficielle, une morsure, une griffure et qu'il n'y a pas d'atteinte générale, couper les poils ou tondre si on a la chance, c'est possible, avec les petites réserves si on a peur, parce que la peau peut être fine à certains endroits. Nettoyer, on peut utiliser des désinfectants comme chez nous, hein, de la bétadine jaune diluée, la biseptine. Toujours, je pense, appeler son vétérinaire avant de faire quoi que ce soit. Mais il y a des choses qu'on peut faire à la maison sans venir en urgence à la clinique. Et d'autres choses, oui, qui nécessiteraient une prise en charge. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup, hein. Cette fois, Viviane, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais écoutez, on va essayer de refaire très régulièrement des lives. Le docteur Garbi est invité quand il veut. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant aussi, parce que ça participe à l'éducation des gens et c'est bien de partager l'information et une information de qualité, voilà, parce que c'est vrai que on entend beaucoup de choses et c'est important d'avoir une information par des gens qui ont l'expérience et le savoir. Donc, docteur Garbi, merci beaucoup. Je vais laisser Viviane Merci à vous. peut-être dire merci. Oui, oui. Voilà. Non, j'aime pas apparaître, moi. Merci docteur, c'est un moment très sympa. Je pense que ça a pu aider pas mal de personnes. Et puis voilà, il y a toujours d'autres questions, mais on essaiera de faire des émissions peut-être avec des thèmes plus précis. Voilà, on va faire au mieux, quoi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook. Un dernier mot, merci docteur encore. Garbi. Et ben, je souhaite à tout le monde voilà, une bonne fin de week-end. Merci de m'avoir invité. Et voilà, le maître mot, reconnaître le moindre truc qui cloche, on va dire. Et puis appeler son veto. Merci beaucoup. Et ben, on va envoyer Bonne le générique de la tous. fin. Bonne soirée à tous. Au revoir les lapinous. Bonne soirée, au revoir.